Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va enchaîner sur la correction de concours d'accès au centre de formation d'inspecteurs pédagogiques. Et je vous remercie davantage pour votre motivation, votre échange également sur l'adresse didactiqueafrique@gmail.com. Alors, on a abordé les 4 premières questions qui concernent ce concours et je tiens également, dans un premier moment, à signaler une consigne importante que j'ai évoquée lors de la première vidéo très rapidement, à savoir si le candidat repère ce qu'il pense être une erreur de l'énoncé, il le signale sur sa copie, puis il explique les raisons qui l'ont amené à le penser et ça ne doit pas l'empêcher de finir son épreuve. Alors, l'idée, simplement, c'est une fois que vous avez trouvé une erreur ou bien une affirmation que vous trouvez qu'il s'agit bien d'une erreur, il faut bien la prendre en considération et donner des argumentations. Bien évidemment, en didactique, on peut bien tout critiquer, sauf que ce critique devrait passer sur des fondements théoriques. Car il se peut, par exemple, qu'un enseignant a proposé une situation à ses élèves avec une erreur et donc son intention à lui de travailler, par exemple, par la pédagogie de l'erreur et donc il faut bien prendre ceci en considération. Alors, dans cette vidéo, on va aborder les 3 questions suivantes, à savoir maintenant, je rappelle que l'énoncé de concours propose une situation sous forme d'un exercice proposé aux élèves de la 2e année baccalauréat série sciences mathématiques. Et dans la première question est d'analyser les 2 réponses de 2 élèves que je vais présenter leur production tout à l'heure. Alors, la question est d'analyser leurs réponses en mettant en œuvre ou bien en prenant en considération les aspects suivants, la clarté, la précision et la présence d'erreurs, bien évidemment, et leurs sources probables. Alors, une relecture très rapide de contenu de cette question. Alors, c'est l'analyse des productions des élèves. Et si vous avez vu déjà les autres vidéos que j'ai abordées des épreuves de concours professionnels, on a déjà on a donné des exemples qu'en général, l'architecture de telle épreuve se passe comme suit. Il y a une proposition d'un enseignant d'une situation, bien d'un exercice, et puis il y a la première question qui parle de l'analyse de la situation, de l'exercice, puis dans un deuxième volet, l'analyse des productions des élèves. Et dans cette analyse, il faut bien prendre en considération le volet qui concerne la pédagogie de l'erreur et dire erreur parce que en ce qui concerne la clarté et la précision, je pense pas en tant que professionnel que le candidat va trouver de ceci, mais en ce qui concerne les erreurs, bien évidemment, on peut déceler ou bien identifier ces erreurs, mais l'argumentation sur des bases théoriques est nécessaire du point de vue didactique. C'est-à-dire, on va faire une classification, une typologie d'erreurs, et donc on a besoin d'un cadre théorique. Alors, très rapidement, je vais peut-être aborder ça un peu plus loin. Je vais vous parler, dans le cadre des conseils méthodologiques, de la typologie selon un chercheur en didactique, à savoir Astolfi, Jean-Pierre Astolfi. Donc, je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Pour la deuxième question, proposer une correction de la question 2 destinée à être communiquée aux élèves. Alors, cette question, c'est une question directe, purement mathématique, sauf qu'il faut prendre en considération que la correction présentée devrait être imaginée, c'est comme on va la faire devant une classe
d'élèves. Et donc, il faut prendre en considération la clarté, la précision, la bonne organisation et également l'utilisation d'un langage mathématique logique ou bien du logique propositionnel qui est correct. Par exemple, éviter d'écrire ce qui implique, ce qui est équivalent pour le cycle collégial, par exemple. Pour la troisième question, un certain nombre de leçons de mathématiques au lycée ou au collège utilisent de façon implicite les arguments de convexité, soit directement, soit indirectement. Alors, la question est de donner des leçons au collège et deux autres au lycée où la convexité intervient tout en diversifiant les domaines. Donc, on va bien évidemment, je vais vous rappeler peut-être de l'exercice. Il s'agit la situation propose une définition de fonction convexe dans un premier moment, et puis dans un deuxième moment, il y a un théorème qui est admis, et puis il y a l'énoncé. Hein. Et donc, la question, la thématique abordée, c'est autour de la convexité. Donc, dans cette question, on nous demande de donner les applications dans le cycle secondaire, que ce soit dans le collège ou bien dans le lycée. Donc, voilà donc les trois questions qu'on va aborder très rapidement comme première lecture. Et donc, voilà pour la première question. Deux élèves A et B ont répondu à la question 2 comme suit. Voilà donc la question 2 entourée dans ce cadre rouge. En déduire que la fonction g de x dans l'expression la suivante est décroissante sur a plus l'infini. Vous pouvez bien évidemment revenir à l'énoncé complet pour comprendre ce qu'il faut démontrer. Alors, pour la réponse, on a déjà signalé, selon notre esquisse, une réponse assez rapide de la question. On va voir la production de premier élève. Alors, il a écrit, on sait que la fonction 1 sur x est convexe strictement décroissante sur a plus l'infini et que la fonction f est convexe. Alors, vous pouvez lire ceci à tête reposée, bien évidemment. Hein. En ce qui me concerne, je vais vous proposer ce que j'ai pensé comme réponse. Alors, je propose méthodologiquement de regrouper les éléments à prendre en considération dans un tableau à 4 entrées, bien 3 entrées, donc de 3 lignes. Alors, dans la première case, je propose de mettre compréhension de la question, la réalisation de la question et puis la clarté de la résolution. Alors, pour cet élève, j'affirme que c'est oui, il a compris ce qu'il est demandé. Pour la réalisation, c'est une résolution qui est incorrecte et la clarté, j'estime que ce n'est pas tout à fait clair. Alors, je vais lire cette analyse. Alors, cet élève, il montre des habiletés remarquables puisqu'il a exprimé correctement l'expression de la fonction g en fonction de celle de f. Ça, d'une part, c'est une habilité parce qu'il a utilisé les questions précédentes pour répondre à la question suivante. D'autre part, il a mentionné des propriétés qui sont correctes de quelques outils qu'il a utilisés. Par exemple, la convexité et la monotonie de la fonction 1 sur x, il a fermé des résultats qui sont corrects. Pour la monotonie de la fonction, l'exponentielle de x, c'est aussi correct. Pour la monotonie de la composée de deux fonctions monotones, il a aussi évoqué ce résultat, ce qui montre qu'il a vraiment des habilités qui sont remarquables. Sa démarche est correcte, hein, ce qu'il voulait démontrer, mais malheureusement inaboutie. Toutefois, il convient de pointer l'imprécision suivante. On ne peut pas conclure sur la monotonie d'un produit de deux fonctions monotones. Donc, il a produit cette erreur. Il a conclu sur sur la monotonie de produit de deux fonctions à partir de la monotonie de chacune des fonctions. Alors, pour le convaincre, je donne l'exemple suivant, la fonction x et la fonction 1 sur x. La première est croissante, la deuxième est décroissante, strictement sur la droite,
exactement. Et donc, le produit qui donne 1, c'est une fonction qui est constante. Alors, l'erreur produite est causée par la complexité propre de contenu. Donc, ça, c'est une typologie, c'est une classification de ce type d'erreur. Ça rentre dans le cadre de la complexité propre de contenu. Et vous pouvez vous-même voir que c'est complexe, c'est difficile à démontrer. Alors, cette typologie ou bien cette classification, donc je vais revenir un peu plus loin, comme j'ai dit, c'est d'après la typologie d'Astolfi. D'Astolfi, je rappelle, c'est un didacticien, un mathématicien qui a présenté une typologie d'erreurs. Je passe à la production de l'élève B et j'aimerais bien appeler production au lieu de réponse. Alors, la fonction f est convexe, donc son graphe est inconvexe, ce dernier composé avec le graphe de la fonction. Donc, voilà l'élève, il parle de la composition de graphe. Bien évidemment, je vous laisse lire soigneusement sa production. Pour l'analyse, je vais revenir et recommander de mettre les paramètres demandés sous forme d'un tableau. Donc, pour la première colonne concernant la compréhension de la question, c'est oui. Donc, il comprend bien l'objectif, ce qui est demandé. En ce qui concerne la réalisation, c'est une résolution qui est incorrecte. Et pour la clarté, bien évidemment, ce n'est pas tout à fait clair. Alors, l'élève B ne distingue pas la notion de conjecture, ce qu'il voit, et la notion de démonstration, ce qu'on prouve. Oui, parce que en se basant sur le fait que la fonction elle est convexe, donc il a pris ses déclarations sur le graphe de la fonction, ce que l'imagine voir à l'œil nu, et donc cet élève, il fait des conjectures, hein, ce qu'il pense avoir, mais il ne s'agit en aucun cas d'une démonstration. Alors, il mène une réflexion personnelle qui concerne la composée de deux fonctions convexes est une fonction convexe. C'est un théorème élève, c'est un théorème élève. Donc, ce théorème élève est non valide. Par conséquent, sa démarche n'est pas pertinente. Alors, l'erreur produite témoigne des conceptions alternatives de l'élève d'après toujours la typologie d'Astolfi. Donc, les conceptions alternatives, en d'autres termes, c'est une représentation qui n'est pas correcte. Voilà donc pour la réponse pour cette question qui concerne l'analyse des productions des élèves. Je vais passer à la deuxième question qui demande de proposer une correction de la question 2 destinée aux élèves de la deuxième année baccalauréat série sciences mathématiques. Alors, voilà ce que je propose comme réponse. Vous pouvez bien sûr lire ça à tête reposée. Alors, j'ai essayé de faire un langage, par exemple, XY. Alors, j'ai essayé également d'utiliser soigneusement les implications. Hein, et puis, j'ai clôturé cette démonstration par une phase appelée bilan. Et en justifiant bien sûr que la fonction elle est bien définie et en faisant les compositions, le changement de la variable correctement, et puis en justifiant de temps en temps, voir la question 5 pour mentionner la hiérarchie de l'exercice. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez voir la solution soigneusement. En ce qui me concerne, c'est la rédaction et être vraiment attentif sur l'usage de ces connecteurs logiques. Alors, pour la dernière question, ou bien la septième question, un certain nombre de leçons de mathématiques au lycée et au collège, j'utilise de façon implicite des arguments de convexité. Alors, effectivement, nous rappelons dans un premier temps quelques applications issues dans le domaine de mesure et grandeur et dans le domaine de la géométrie. Alors, je peux par exemple, à titre plus général, vous parler de la moyenne arithmétique géométrique quadratique harmonique, et on peut bien voir cette comparaison de ces moyennes et la démonstration hein, de ces
ces relations, de ces inégalités, bien évidemment, dépend de la convexité sur R plus étoile des fonctions x carré, de la fonction ln de x, et en utilisant également cette inégalité qui est appelée de manière générale, si vous voulez appeler inégalité de Johnson relative aux fonctions convexes, ou bien si on revient à l'énoncé de l'exercice, on trouve une première inégalité proposée dans l'énoncé qui, qui pourrait nous donner des moyennes pour seulement x1 et x2. Dans le domaine de la géométrie de plan, effectivement, la notion de convexité est présente. Alors, un polygone dont tous les côtés sont contenus dans le demi-plan limité par une droite passant par n'importe lequel de ces côtés est un polygone convexe. Donc, voilà un exemple de polygone convexe. Et vous pouvez, bien évidemment, prendre n'importe quelle droite passant par le segment. Alors, les autres, la figure tout entière se trouve d'un autre côté, ce qui n'est pas le cas dans ce polygone. Par exemple, si je prends une droite passant par ce segment, on trouve bien que la propriété ou bien la définition n'est pas satisfaite. Pour répondre maintenant à la question, ce sont des exemples d'ordre général. Alors, pour le cycle collégial, secondaire collégial, on propose les deux chapitres suivants. Le chapitre 12 du deuxième collégial, deuxième année à Peikoff, de Apikoff, intitulé Quadrataire particulier issu du domaine de géométrie, de la géométrie ou bien du domaine géométrique. Il fait intervenir la notion de la convexité de quelques ensembles de points de plan, par exemple le carré, le rectangle, le losange et le parallélogramme. Également, le chapitre 10 de troisième collégial, troisième année Peikoff, parcours international collégial option français intitulé Équation et inéquation, issu du domaine algébrique, du domaine de l'algèbre. Il fait intervenir la notion de la convexité pour prouver quelques inégalités algébriques relevant parfois des situations compétitives des mathématiques, par exemple les Olympiades des mathématiques, dans l'exemple de la comparaison des moyennes arithmétiques et géométriques, qui permet, par exemple, de conclure sur cette inégalité A au cube plus B au cube plus C au cube est supérieur à 3ABC, avec ABC sont des réels strictement positifs. Pour le cycle secondaire qualifiant, on propose les deux chapitres suivants. Le chapitre 8 de première baccalauréat série sciences mathématiques, intitulé Limite d'une fonction numérique. C'est un chapitre qui s'installe dans le domaine de l'analyse. Il fait intervenir la notion de la convexité pour démontrer souvent un résultat admis, celui de la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. En effet, la définition d'une fonction convexe s'interprète graphiquement par le fait que le graphe d'une fonction convexe dérivable est au-dessus de chacune de ses tangentes. Donc, pour démontrer l'inégalité sinus de x compris entre x et 2 sur px, quel que soit x dans 0 pi sur 2, on sait que la fonction moins sinus x, elle est convexe sur 0 pi sur 2. Donc, sa courbe représentative se situe au-dessus de ces deux cordes et au-dessous de ces tangentes. Alors, la tangente en 0, c'est l'équation, c'est la droite d'équation y égale à x. La corde joignant 0 sinus x et puis demi sur sinus pi sur 2 a pour équation y égale à 2 pi sur x, d'où l'encadrement. Et vous pouvez bien sûr relire ceci tranquillement, comme ça vous pouvez exploiter l'interprétation graphique pour trouver cet encadrement, ce qui donne une démonstration qui est légère et n'est pas lourde au niveau de temps ni au niveau de gestion de la situation, même de la complexité pour démontrer ce résultat souvent admis. On signale également le chapitre 5 du deuxième baccalauréat sciences mathématiques, intitulé Fonction logarithmique ou bien fonction logarithme et exponentielle.
issue du domaine de l'analyse. Elle fait intervenir la notion de la convexité pour démontrer quelques inégalités fondamentales. Par exemple, la fonction Ex exponentielle, il est convexe sur R. Et sa tangente au point d'abscisse 0 a pour équation y égale x moins 1. Et donc, pour tout x appartient à R, l'exponentielle de x supérieure à 1 plus x. C'est une inégalité qui est assez classique et qui peut servir vraiment à démontrer le signe d'une fonction auxiliaire ou bien une limite donnée. La fonction aussi x moins qui associe x à moins ln de x, c'est une fonction concave sur R plus étoile. Donc, en utilisant l'équation de sa tangente au point, on obtient ln de x inférieur à x moins 1. Ça me vient à l'esprit peut-être un point que je vais revenir, et je m'excuse, voilà, c'est que cette question pour la question 2, c'est une question si délicate, mais la clé, c'est que la fonction f de t sur t est croissante, car la fonction, elle est convexe. Donc, pourquoi? Parce que dans la première vidéo, il y avait une question, est-ce que le théorème est nécessaire pour répondre? Et on a dit que c'est coûteux au niveau de calcul, et il est pénible de réussir à la main par la méthode classique de calcul des dérivés, de trouver son signe. Or, avec le résultat de ce théorème, alors la démonstration, elle est tout à fait faisable. Voilà donc, je vais finir cette vidéo. On a répondu aux questions proposées et je vais finir cette vidéo pour vous parler des conseils méthodologiques et la classification d'erreurs scolaires. Alors, sur la base théorique, on se base sur les argumentations de Jean-Pierre Astolfi, qui est un universitaire français spécialiste en didactique des sciences. Alors, Astolfi a identifié 8 types d'erreurs, bien évidemment, mais ne prétend pas en avoir fait un inventaire exhaustif, mais ça nous permet en tant que de faire une classification moins première de la chose. Alors, il y a les erreurs relevant de la compréhension des consignes, et je pense que les élèves, dans ce cas-là, ne font pas une distinction entre interpréter, expliquer, indiquer, analyser, en déduire, et ainsi de suite. Il y a aussi des erreurs relevant des habitudes scolaires. Par exemple, la simplification. D'habitude, on fait la simplification, mais on ne parle pas qu'est-ce que c'est que la simplification du point de vue mathématique. C'est la composition par un élément symétrique, donc il faut s'assurer qu'il existe d'abord cet élément symétrique, ou bien la simplification par un nombre qui est non nul, par exemple. L'erreur témoignant de conception alternative des élèves, on peut dire que ce sont aussi les représentations. Par exemple, on entend souvent que le sommet d'un triangle, et on imagine que ce sommet se trouve toujours en haut. Or, pour un triangle, il contient 3 sommets, et donc c'est une représentation. Alors, voilà, j'ai essayé très rapidement de parler de cette typologie, mais vous pouvez voir les 5 autres dans le livre didactique Afrique, que vous pouvez le demander sur l'email didactiqueafrique@gmail.com. Voilà donc, merci encore une fois de votre motivation. On va continuer dans les autres vidéos sur le reste de ce concours. Merci de votre attention. Vos remarques sont les bienvenues et à la prochaine.